Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose une deuxième lecture sur la période du 19e siècle et toujours donc la place des enfants et le travail des enfants et des ouvriers donc à l'époque du 19e. Alors, encore un livre de Fabien Grégoire, qui est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il écrit justement sur les enfants dans l'histoire et il a écrit énormément de livres sur finalement pratiquement, allez on va dire, la période du 19e et 20e siècle où il raconte des histoires d'enfants. Alors, j'ai choisi celui-ci pour la deuxième lecture parce que déjà Lyon est une ville que j'apprécie particulièrement et ça se passe à Lyon puisque les traboules ce sont les petits passages couverts que l'on trouve dans la ville de Lyon. C'est du patois lyonnais en fait, ça veut dire passage. Passage, petit passage, d'accord. Nous, à Paris, on en a des passages. On a les passages couverts que vous pouvez emprunter. D'ailleurs, c'est quand on aura le droit de ressortir, ce sera super de pouvoir se faire des petites balades comme ça dans les passages couverts de Paris qui, généralement, sont splendides. Donc, les traboules, ça se passe dans la ville de Lyon. Autre détail important, ici vous avez une figure de la ville de Lyon et donc à peu près au 19e siècle qui a été créée à ce moment-là. C'est le guignol. Guignol, vous savez, ce sont des marionnettes. Il y a des guignols de temps en temps dans les jardins du Luxembourg. Il faut se renseigner à Paris, mais le guignol vient de Lyon. En fait. Donc Guignol c'est le gentil et il était souvent opposé aux gendarmes et il a un compagnon qui s'appelle Niafron et ils ont des aventures assez rigolotes. En général, le gendarme a un petit peu la figure de l'idiot qui sait pas résoudre les histoires et les enquêtes alors que Guignol et Niafron, eux, y arrivent. Voilà, c'est la période donc du 19e siècle avec des figures comme ça de marionnettes rigolotes qui étaient démontrées dans les rues en fait. Il y avait des petits spectacles, etc. Alors, justement, on est au 19e siècle, on est dans la ville de Lyon, et Lyon, c'est la ville de la soie, le tissu. Je crois l'avoir déjà expliqué, alors je ne sais pas si j'avais fait le détail dans les 3 classes, mais en ce qui concerne la soie, je vous avais expliqué que c'est quelque chose qui vient de l'animal qu'on appelle le ver à soie, plus précisément le bombix du mûrier, c'est un ver spécifique qui fait une chrysalide, c'est-à-dire le cocon autour de son corps, juste avant de se transformer en papillon. Donc on récolte ces chrysalides, en fait ces cocons, et ensuite on les plonge dans de l'eau avec un ensemble de produits et quand on déroule le cocon en fait on a un fil qui une fois tissé représente le tissu que l'on appelle la soie. Ces soieries lyonnaises elles étaient donc assez nombreuses dans cette ville et les ouvriers de cette soierie on les appelait les canuts. D'ailleurs ce sont les canuts de Lyon. Il y a une révolte de canuts justement par rapport aux conditions de travail et au salaire et à l'exploitation des ouvriers dans les années 1820-1830 pardon, au 19e siècle. Et ce petit garçon, c'est notre personnage principal. Ce petit garçon, lui, il est le petit enfant dans une famille où le papa, la maman et c'est sa sœur ou son frère, l'un des frères et sœurs. Ils travaillent tous en fait pour les soieries. Ils sont des tisseurs, c'est-à-dire que eux, ils ne dévident pas les cocons. Eux, ils tissent la soie. Donc ça veut dire que chez eux, dans leur maison, ce sont des ouvriers indépendants. Ils vont tisser la soie sur leur métier à tisser, qui sont des très grosses machines qui prennent énormément de place. Et en fait, ils tissent donc différentes sortes de tissus. Vous avez la soierie de base avec une seule couleur. Vous avez des soieries avec des dessins. Et vous avez le velours de soie qui est un tissu extrêmement précieux, en fait. Voilà. Donc nous allons regarder ce livre, je vais vous lire cette histoire. Donc l'espionne des traboules et ça s'appelle Enquête dans la cité de Guignol, donc à Lyon. Allons-y, c'est parti. Alors je rapproche un tout petit peu la caméra et c'est parti.
des poutres en chêne, des cordelettes garnies de poignées, des leviers montés sur des axes, des engrenages luisants de graisse, des lanières de cuir, des tringles d'acier, des tiges de verre, des écrous carrés, et des fils de soie, des dizaines, des centaines, des milliers de fils de soie. Installé au beau milieu de cette machinerie incroyable, Martin Poulachon, 10 ans, ne semblait pourtant pas perdu. Ses gestes étaient rapides et sûrs. La mécanique semblait lui obéir au doigt et à l'œil. Il faut dire que Martin travaillait sur ce métier à tisser depuis 2 ans déjà. Levez l'hélice, lancez la navette, tirez le battant. Martin connaissait le travail par cœur. 13 heures par jour, il répétait ses gestes. Le bruit de son métier à tisser lui remplissait les oreilles. Bistan-clac, bistan-clac, bistan-clac. À Lyon, à cette époque, ils étaient 50 000 à exercer la même activité que Martin. Dans la ville, on les appelait les canuts. Sur leur métier, des kilomètres de fils de soie se déroulaient, glissaient et se croisaient pour donner naissance aux plus belles étoffes du monde. Les rois, les reines et les empereurs en achetaient pour s'habiller ou pour décorer leur palais. Même au Japon, on connaissait les soieries de Lyon. Alors, même s'il n'était pas encore assez habile pour tisser des velours ou des taffetas, Martin était tout de même fier de faire partie de la grande famille des canuts. L'atelier de la famille Poulachon était plutôt encombré. 3 métiers à tisser y occupaient la plus grande partie de la pièce. Dans le peu d'espace qui restait, une table et un fourneau permettaient à Madame Poulachon de préparer les repas. Une mince cloison délimitait la petite pièce qui servait de chambre aux parents. Quant à Martin, il dormait dans la soupente, une sorte de balcon accroché au plafond. Il partageait l'espace réduit avec Joseph, le compagnon qui travaillait pour son père. Chacun avait sa spécialité. Martin fabriquait du satin, un tissu souple et brillant. Joseph faisait des brochets, des pièces décorées de fleurs multicolores. Quant au père de Martin, il tissait des velours superbes, garnis de motifs, représentant des plantes ou des paysages. Cet après-midi-là, M. Poulachon terminait justement une pièce de velours particulièrement belle. « Elle doit être livrée avant demain soir », rappelait-il à haute voix. « Ce n'est pas un problème, tu es plutôt en avance », lui fit remarquer sa femme. « On n'est jamais à l'abri d'un imprévu, » répondit-il sans lever le nez de son ouvrage. Penché sur sa pièce de soie, il l'examinait centimètre par centimètre. Au moindre défaut, l'étoffe lui serait payée quelques sous de moins. Il passa donc une partie de la nuit et toute la journée du lendemain à faire des retouches, raser des bouts de fil, compter les mailles du tissu. À la fin de l'après-midi, les 15 mètres de velours étaient prêts. Dehors, il y avait du brouillard et l'air était froid. Aussi, Madame Poulachon s'habilla-t-elle chaudement pour aller livrer l'étoffe. Elle enveloppa celle-ci dans du papier pour la protéger et quitta la maison, son précieux paquet sous le bras. Il était presque 5 heures du soir. À peine était-elle sortie qu'un « Zut alors !» retentit dans l'atelier. C'était Martin. Monsieur Poulachon s'approcha. « Ma navette ne glisse plus !» expliqua le garçon à son père. La navette était une pièce importante du métier. Monsieur Poulachon l'examina attentivement. « C'est une roulette qui est fendue. Il faut la porter chez le père Eustache », lança immédiatement Joseph le compagnon. Menuisier, ferronnier, mécanicien, le père Eustache était tout ça à la fois. Lorsqu'il y avait un problème sur un métier, c'était lui qu'on allait voir. « Il ne travaille plus à cette heure-ci, le père Eustache, » remarqua M. Poulachon. « Alors il faudra attendre demain, » conclut Joseph. Pendant ce temps, Madame Poulachon avait descendu les pentes de la Croix-Rousse. La Croix-Rousse, c'était le quartier où vivait la famille, un quartier perché sur une colline d'où l'on domine toute la ville de Lyon. À cause du mauvais temps, les rues étaient presque désertes. « Je vais prendre les traboules, ça m'évitera de me faire tremper », songea la mère de Martin en voyant tomber les premières gouttes. Un peu partout dans la ville, des couloirs, des escaliers, des cours et des portes faisaient communiquer les rues entre elles. Ces traboules, comme on appelait ces passages, formaient un vrai labyrinthe entre les maisons, un labyrinthe où seuls les habitants s'y retrouvaient.
Attentive à ne pas prendre les pieds dans sa robe en descendant les marches, Madame Poulachon ne remarqua pas l'ombre tapie dans un renfoncement du mur. Soudain, une silhouette lui bondit dessus. Une main lui ferma la bouche, tandis qu'une autre lui arrachait le précieux paquet. L'instant d'après, elle était projetée violemment au sol. Les cris qu'elle poussa alertèrent le voisinage. Plusieurs personnes se précipitèrent à son secours. Mais il était déjà trop tard. L'agresseur avait disparu, et avec lui, les 15 mètres de velours de soie. C'est une catastrophe, se lamentait M. Poulachon. 3 mois de travail perdu. Emmitouflée dans une couverture, assise à côté du poêle, sa femme essayait de se remettre de ses émotions. 2 agents de la garde nationale étaient passés, mais selon eux, il y avait peu de chances d'attraper le voleur. Dans une ville aussi grande que Lyon, pensez donc, avait-il précisé. La soirée fut sinistre. Seul le bruit du métier de Joseph brisait le silence de plomb qui régnait dans l'atelier. Assis dans un coin, Martin serrait les dents. J'aurais dû accompagner maman, pensait-il. Tout cela ne se serait peut-être pas arrivé si seulement ma navette avait cassé quelques minutes plus tôt. Le soir venu, Martin eut bien du mal à s'endormir. Du haut de la soupente, par les larges fenêtres de l'atelier, il pouvait voir la ville qui s'étendait à ses pieds. Il songeait que, quelque part, sous ces toits de tuiles, le malfaiteur se cachait. Je mets en pause et vous allez avoir la suite sur une autre vidéo.